Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais démarrer ce deuxième chantier des États généraux de l'alimentation. D'abord en saluant Monsieur le sous-préfet de la Côte du Pin, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, avec juste un petit mot pour dire qu'il y a eu des soucis de transport et de permanence à l'Assemblée nationale qui fait que on a quelques absenteux pour ce matin. Mais bon, voilà, on va faire quand même. Très déçu d'ailleurs de ne pas pouvoir être là. Monsieur le sénateur, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture, Mesdames, Messieurs les représentants des services de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles, syndicales, de l'enseignement, des différentes filières agricoles, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, universitaires, représentants des associations de consommation, environnementales, caritatives, Mesdames, Messieurs les acteurs du monde agricole et de l'alimentation, bien sûr, Mesdames, Messieurs les lycéens du lycée agricole, Mesdames, Messieurs. Donc bonjour à toutes et à tous encore une fois. En premier lieu, j'adresse à Monsieur Franck Capdeville, directeur proviseur, je sais qu'on dit les deux, du lycée agricole et à son équipe, nos remerciements pour son accueil. Soucieux du caractère exemplaire de son action, le département a développé l'approvisionnement local pour les repas des collégiens. Ainsi, les 25 000 repas par jour qui sont produits dans les 8 cuisines mutualisées départementales, soit 2/3 des repas servis dans les collèges isérois, comptent 25% de produits locaux et ou bio. Inutile toutefois de proposer des produits de qualité si un quart du plateau repas se retrouve à la poubelle. C'est que le président de la République a demandé à chaque acteur d'agir en toute responsabilité, individuellement et collectivement. Et je pense que c'est ça qui amènera les meilleures réponses. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas les lois. Bien sûr, la loi doit accompagner le processus pour cadrer les choses. Moi, je suis fils et petit-fils d'agriculteurs de la Saône-et-Loire et de la région de Louhan. Donc, je connais bien l'agriculture, je connais bien le monde agricole. Et puis, s'il y a une chose que je critiquais chez les agriculteurs, c'est l'arrosage par aspersion. Quand j'étais voir les cultures de carottes en Californie, eh bien, ils sont en goutte à goutte au sol. Et c'est vrai que c'est plus de travail, mais je dois dire que nous, dans l'industrie, on doit faire très très attention aux économies d'eau. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, l'eau douce, c'est quelque chose qu'il faudra faire très attention. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ces métiers avec peut-être, quand vous répondrez, une précision un petit peu sur le métier choisi? J'aimerais être inséminatrice bovin. J'ai choisi ce métier pour être au contact des animaux et des éleveurs, parce que je suis passionnée de génétique et puis j'ai envie d'améliorer les performances des animaux. Depuis mon plus jeune âge, je rêve d'être vétérinaire, spécialisée dans le monde rural, pour être au contact des animaux et des agriculteurs. Donc j'aspire à devenir conseiller agricole. Pour moi, voilà, c'est un métier que je trouve plutôt enrichissant. C'est à la fois des rencontres avec les producteurs, et on voit différentes méthodes, différentes pratiques, on voit à quel point ils s'adaptent à leur environnement. C'est la peur. Je vois la volonté d'un président de la République qui incarne la nation de dire « Nous avons tous peur, nous avons plein de raisons d'avoir peur, le monde change, et quand le monde change, on perd nos repères, et quand on perd nos repères, on ne sait pas ce qui va se passer, on s'inquiète, on s'interroge, et la société s'éclate et s'éparpille. » Et je vois sa proposition de dire « Réunissons-nous, parlons ensemble de nos peurs, pour ensemble construire des solutions qui nous permettront de sortir de cette peur et de repartir sur une dynamique positive et constructive. » Et ça, c'est révolutionnaire. Et puis ayez confiance dans le fait que ça produira un résultat, même si le résultat ne sera pas demain ou après-demain. En tout cas, c'est une démarche unique qui vous est proposée. Vous ne prenez aucun risque à vous y engager, si ce n'est celui qu'elle réussisse. Donc c'est un risque qu'il faut prendre, je crois. Messieurs qui... Je vais commencer, oui. Donc Stéphane Pinel, moi je suis nouveau directeur départemental de la protection des populations, c'est un service de l'État. J'ai en charge la sécurité sanitaire de l'alimentation et puis tout un tas d'autres choses aussi, à la santé des animaux, la protection des animaux et puis la concurrence, consommation et répression des produits. C'est une équipe de 85 personnes qui est essentiellement sur un champ dit régalien, c'est-à-dire un champ de contrôle, mais qui fait du conseil aussi aux professionnels.
On est situé à Grenoble et on maille l'ensemble du territoire. Donc quelques éléments sur la problématique de l'atelier. La sécurité sanitaire des aliments, on se situe finalement en amont du plaisir de manger, puisque finalement la sécurité sanitaire des aliments, c'est comment faire en sorte qu'on ne soit pas angoissé ou stressé à l'idée de manger, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que l'alimentation ne rende pas malade. Vous allez me dire c'est un grand chantier, puisque le risque zéro n'existe pas. Chef de service qualité et sécurité des aliments à la direction départementale. Donc ce service assure les contrôles réalisés par l'État depuis l'entrée à l'abattoir jusqu'aux consommations que l'on fait tous, c'est-à-dire au niveau des restaurants et tous les points de restauration. Je suis cofondateur et président de la société La Bocalie, et ici une société qui se présentera après. Donc nous on a un laboratoire en hygiène et en sécurité alimentaire, on pourrait dire sanitaire. Donc, on s'occupe vraiment de faire en sorte que le consommateur final ait des produits sains. Donc on est un peu complémentaire de la l'UBPP, on va dire ça comme ça. Je suis le directeur technique du laboratoire et également le cofondateur. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, on accompagne beaucoup de professionnels dans leur mise en place de leurs normes ou dans l'amélioration de la qualité de leurs produits. Donc tout le monde sait que ça pourrait causer de sacrés problèmes. On évite de les chercher. Et là-dessus, je parlerai des 120 produits chimiques trouvés sur un nombril des enfants. Seulement 20 étaient liés à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Que fait-on des 100 autres ? C'est comment est-ce que collectivement, l'ensemble des professionnels de la production jusqu'à la distribution, avec l'aide de l'État, du Parlement, etc., comment est-ce qu'on arrive à avoir une communication positive par rapport à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, et surtout par rapport à la qualité des denrées que vous produisez. C'est très difficile de conclure parce que je crois que les débats étaient plutôt riches, alors on est un peu frustrés parce que on retravaillera ce sujet, je pense, Madame la députée. Mais je crois que ce qu'on a bien posé, c'est la question de la communication sur la qualité des productions agricoles françaises et la qualité des produits qui sont fabriqués chez nous. C'est-à-dire comment occuper le terrain et communiquer de façon positive en permanence pour éviter d'avoir à réagir en situation de crise. Parce que finalement, on communique, les médias communiquent sur l'alimentation qu'à partir d'informations qui sont... Enfin, ils essaient de faire de la crise à partir de choses qui sont anecdotiques. Et en même temps, du coup, quand on intervient sur ces établissements, que ce soit des EHPAD, des crèches, des lycées, des cuisines centrales, on se dit aussi qu'il faut qu'on ait une approche transversale. Donc à la fois qu'on forme les cuisiniers qui cuisinent dans ces structures-là, qu'on ait des programmes pédagogiques avec les personnes âgées, les étudiants qui sont dans ces structures-là, qu'on sensibilise le personnel de service qui sont dans les cuisines, parce que finalement il y a plein de cantinières qui des fois reçoivent des super plats de qualité, qui en fait les donnent aux enfants, mais qui juste expliquent pas ce que c'est, quoi. Et finalement... Ce que je peux apporter en plus, c'est que nous travaillons beaucoup, c'est notre métier d'origine, sur les processus de cuisson, notamment à domicile. Donc on essaie de faire des produits qui font de la cuisson douce, des choses comme ça, pour mettre en valeur les produits. On peut aussi travailler pour améliorer à la fois et la qualité des produits et le goût, parce que souvent en collectivité, les choses, c'est difficile de faire du goût. Et par exemple, maintenant, on se propose, ça peut être à l'hôpital, par les EHPAD, de faire des cuissons basse température, mais pendant de très longues durées, ce qui peut permettre, par exemple, de couper les chaînes pendant la nuit, et puis que le lendemain, ça ne demanderait pas forcément plus de temps, mais d'avoir comme l'équivalent d'un bœuf de 8 heures ou des choses comme ça, qui seraient des textures faciles à manger, par exemple, pour les personnes âgées, sans celles des boulinées qui sont absolument infâmes. Véritablement, enfin, je connaissais par Marc Collot, qui est président de l'Estraladie, il concernait aussi par rapport à ses bénéficiaires, parce qu'on leur propose des produits bancaires. On a des très bons retours. J'ai dit tout à l'heure volontairement, c'est que quand vous êtes seul, vous n'avez peut-être pas envie de cuisiner certains plats, parce que vous n'avez pas l'esprit non plus, vous n'avez pas le matériel, vous ne connaissez pas la cuisine. Le fait de proposer des plats cuisinés qui peuvent se conserver un peu de temps, de proposer des légumes verts qu'on n'a pas l'habitude de manger. On associe trop souvent le besoin d'un bénéficiaire par rapport à des pâtes. Là, on fait une collecte. Si vous n'hésitez pas, un magasin, de soins, c'est la collecte. Moi, Claire Dardel, je représente la société Phoenix. Juste avant, je vous explique rapidement ce que nous on fait. Il faut savoir que le gaspillage alimentaire, il intervient à toutes les étapes, voilà,
les étapes, de la production, en passant par la transformation, la distribution et la consommation. On a parlé beaucoup de chiffres dans la plénière d'avant. Au final, aujourd'hui, c'est le consommateur, donc nous, enfin vous, qui sommes les plus gaspilleurs parce que voilà, on stocke des produits dans nos placards, dans nos frigos, etc. Et c'est 29 kilos à peu près, dans le dernier chiffre de l'ADEME, de denrées qui sont jetées par personne, par habitant par an. Donc l'éducation développement durable s'appuie aussi sur les 3 piliers fondamentaux qui sont le pilier environnemental, hein, qui a été longtemps le premier mais qui n'est plus le seul aujourd'hui, le pilier économique et le pilier socio-culturel, auquel on peut rajouter un 4e parfois, qui est le pilier de la gouvernance, hein, c'est-à-dire le développement durable, interroge aussi l'engagement citoyen, la participation des citoyens au circuit de décision. Et le fait que vous soyez ici aujourd'hui, qu'on soit ici aujourd'hui pour en parler, ben, ça l'illustre particulièrement bien. Hein. Et enfin, le développement durable, ça s'inscrit aussi, l'éducation au développement durable, ça s'inscrit aussi dans un emboîtement d'échelle et d'espace. Hein, on va du local au global. Hein. On réfléchit sur le territoire proche, à partir du territoire vécu par les élèves, mais on va aussi jusqu'à l'échelle mondiale. Les programmes existent, voilà. Les programmes se déclinent en bonne volonté, mais non pas en points. Et donc, on les fait pas. Mais les programmes ont changé l'année dernière, hein, donc on verra. Alors on verra dans 20 ans, là je ne parle pas de ceux de l'an dernier. Non, mais l'alimentation est revenue, enfin l'éducation développement durable est revenue de manière importante. C'est le coquelicot, c'est la salade. Qu'est-ce que c'est qu'une pomme de terre? Et est-ce qu'on la fait pousser en l'air? Est-ce qu'elle pousse en frites? Alors voilà, on va pas sur la base. Voilà, ils sont là, exactement. Je pose la question, à l'école primaire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose? Est-ce que vous avez vu à l'école primaire, voilà, comment vous êtes posé, est-ce que c'est quelqu'un a dit, les coquelicots, les machins? C'est nos parents. Enfin, ouais. Moi je viens d'un monde agricole, je suis désolé. Ouais, bah alors oui, c'est vos parents. Mais vous êtes privilégiés, mais imaginez les pauvres petits des villes là, qui ne pas aller. Non mais c'est pour ça que je parle de programme. Non mais même en ville, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un débat, même si c'est très intéressant, on va faire un débat sur l'éducation, on va peut-être rappeler le sujet. l'éducation, c'est pas... Voilà, l'éducation. Notre métier, je peux appeler ça métier, notre action principale, c'est quand même l'aide alimentaire. Alors on fonctionne comment? Le Réseau du Cœur, on est une association uniquement de bénévoles. On a 2 salariés, dont un contrat aidé, et on fonctionne avec, pour l'Isère, 968 bénévoles, et on a été amené à valoriser ces bénévoles à 3 millions d'euros sur une année. Les Restos du Cœur, c'est 16 centres de distribution, répartis sur tout le département, mais principalement l'agglomération grenobloise et le Nord-Isère. C'est un fait. Pour que ce soit attractif, il faut déjà que les acteurs soient bien payés. Et que l'image de ce métier soit plus positive. Renaud Raffier, je suis artisan boulanger en Nord-Isère. Je suis président des boulangers d'Isère et je suis aussi membre de la commission qualité, formation et innovation à la Confédération nationale. C'est-à-dire les gens qui décident qu'est-ce qu'on fait comme diplôme en boulangerie, en pâtisserie, comment on organise, les concours de boulangerie, la meilleure baguette, le meilleur croissant, et l'avenir de la profession générale. Sauf que, une fois que vous avez dit ça, moi j'aurais envie de vous questionner un peu plus en vous demandant, pour vous, qu'est-ce qu'on peut changer? Oui, voilà, comment ça s'explique et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme pour l'agriculture, c'est des métiers dévalorisés. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité de revaloriser en parlant de la réalité de ces métiers. Hein. Moi, je parle aussi des autres métiers. Hein. Mais en même temps, je crois que ce qui bloque un certain nombre de familles sur le fait de proposer aux jeunes ce type de formation, c'est de voir que derrière, il n'y a rien. Et tout à l'heure, on parlait de passerelle, de la possibilité. Je crois que si on veut valoriser l'apprentissage, c'est très facile. Il suffit que l'apprentissage mène aussi au métier d'excellence, au diplôme d'excellence, etc. En fait, on coupe les deux métiers.
Et du coup, en fait, à un moment donné, c'est ça, c'est que soit on pose les choses et en effet on débat et on essaie de cibler prioritairement ce que sont les priorités, enfin, de manière collective ce que sont les priorités, et ensuite on prend des décisions de politique publique. Ouais. Mais du coup, enfin là, c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, mais les choses ne sont pas figées. Hein. Il y a une part de reprise en main, etc. Et après, il y a on est bien d'accord que les consultations qu'on fait aujourd'hui, elles vont amener leurs fruits. Enfin, je veux dire, c'est pas de la c'est vraiment pas l'état d'esprit dans lequel on est tous. Enfin, je veux dire, on fait pas ça. Attendez, pardon, monsieur était avant vous, et ensuite on vous dira la parole. Donc, bon, moi je suis à la retraite maintenant. J'ai connu l'époque des CETA. Après, je suis devenu maraîcher bio. J'ai travaillé avec Adabio et on a mis au point des petites techniques pour se passer de pesticides. Ça marchait super bien. Par contre, j'étais extrêmement choqué par des communications que j'appellerais d'officines de désinformation, qui ont pignon sur rue et qui flinguent le bio à tout va auprès des agriculteurs et qui donnent de la mauvaise information. Il y a notamment la lettre de Gilles Rivière-Rechstein qui a été distribuée pendant très longtemps dans les chambres d'agriculture, et ces gens-là sont payés par qui, j'en sais rien, mais en tout cas ils freinent tous les progrès possibles dans certains domaines. Quelquefois ils ont des réflexions intéressantes, mais ils ont fait des dégâts énormes aux alternatives. Et je pense que ça, il faut quand même mettre le sujet sur le tapis, parce que ça a coûté très cher au plan éco-phyto, et ça coûte très cher au niveau environnement. Et tout en décrédibilisant le bio, parce que si on lit bien leurs lettres, de temps en temps ils disent oh, les bio ils n'ont pas de récolte, ils n'ont rien. En maraîchage, moi je peux témoigner que j'avais des collègues en conventionnel qui auraient aimé avoir les mêmes fruits et légumes que moi. Ça va être peut-être difficile de compter que sur le bénévolat. Donc le projet c'est d'avoir des salariés, au moins un qui pilote l'ensemble, et une équipe dessous, le terme n'est pas joli, de bénévoles qui permettent d'animer, et puis de travailler le lien entre les personnes solidaires et les personnes bénéficiaires, qu'ils puissent être ensemble, vivre ensemble, et faire, je ne sais pas, par exemple, participer à l'épicerie pour du nettoyage, ou des choses comme ça, ou des ateliers. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait? On ne donne pas. Si on a un petit stock, ça permet de... Puis on sait que cette semaine-là, on a donné une bouteille d'huile à tout le monde. Oui, voilà. Puis après, on va redonner aux grandes familles, parce que bien sûr, on fait... Les numéros, c'est les numéros des familles, donc c'est anonyme, et à côté, c'est le nombre de personnes. Ah, oui. On a même, bien sûr, des caisses avec 9 personnes par famille. Et évidemment, ouais, il y a beaucoup de personnes seules. Bon, on a une quinzaine de personnes seules à peu près. Voilà. Les retraités, tout petites retraites de la MSA, des gens qui arrivent en disant on a travaillé toute notre vie et on est sur notre site internet, si vous avez l'occasion de diffuser, puisqu'il permet de montrer ce qu'on fait. Pour les bénévoles qui voudraient nous rejoindre, ils peuvent le faire via le site. Mais s'il y a des mécènes, ils peuvent aussi faire des versements par le biais du site. Puis c'est souvent, comme au départ l'association a été créée par les CCAS, donc c'est beaucoup des gens des CCAS, donc ils sont déjà conseillers municipaux. CCAS, quelquefois pas enfin oui, on dépasse un peu beaucoup la cinquantaine, comme on dit. Donc c'est évident, c'est beaucoup. Oui, je crois que c'est Marc le plus jeune. Je crois que c'est Marc le plus jeune. C'est comme la présidente. C'est tout à fait ça. Mais alors dans ce cas-là, on va dire, mais qui est Brigitte? Les gens qui l'ont tué. Je sais pas comment. Avec la MDSU. Ah ben voilà. Félicitations d'ailleurs. C'est un truc de plus en plus, voilà. On achète du produit de moins en moins de temps, de toute façon. Ou alors je vois fruits, légumes. Ah pardon. On est un magasin de producteurs, vous l'avez dit, avec des spécificités pour les types d'organisation. Ouais. Avec les contraintes aussi. C'est-à-dire qu'on s'impose des permanences. Ah oui. Et en même temps, donc il y a trois caractéristiques en fait. D'abord, en termes d'organisation, on n'achète pas le produit, c'est une vente mandataire.
C'est-à-dire on a un contrat de mandat, c'est-à-dire que les produits qu'ici sont en dépôt et ils sont payés qu'au moment où ils sont vendus. Et la deuxième caractéristique d'un magasin de producteur, c'est que le producteur doit être de permanence. Là aujourd'hui c'est moi. Et la troisième caractéristique, c'est que la gestion doit être collégiale. Alors, vous avez très bonne boulangerie, mais le mot des clair. C'est des remarques un peu. Vous prendrez ce que vous voulez dedans. J'écoute. Voilà. C'est une agriculture qui est quand même non productive, qui est subventionnée par l'État pour des gens qui ont les moyens. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer. C'est mon idée à moi. C'est pas l'ensemble. On en a parlé ce matin dans un atelier. D'accord. Justement. Bon, donc voilà. À la fin, on avait dit quand même qu'il ne fallait pas les opposer. Moi, c'est ce que j'ai mis en conclusion aussi. Il faut composer toutes les agricultures. Il faut toutes les agricultures, mais il ne faut pas que ça, quoi. Voilà, il ne faut pas être sans la Après, faut pas être au-dessus. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Faut pas être au-dessus. Pour l'instant, c'est pas possible. Ou alors, on va agrandir le cadre réglementaire, parce que c'est facile de faire du bio. Dans les pays étrangers, ils en font aussi du bio. Mais est-ce que c'est avec les mêmes normes que chez nous? C'est pas sûr. Ça n'a pas été tout simple. Hein. Il y a eu des dégustations à l'aveugle, etc. Il y a les conditions commerciales, il y a surtout le choix des produits qui a fait que on a été retenu au mois de mai 2016. Donc on a fait 6 mois l'année passée et puis cette année on a une année complète. Donc ça nous porte un petit peu et ça nous assure notre développement. Donc ça c'est ce qui explique nos 3 sens. On a eu la chaleur, la société Grand Frais, et puis un développement bio aussi cette année, puisqu'on a ce développement fort en bio. On a un développement de près de 40% de bio. Et puis on a développé cette année aussi des rhums arrangés. Donc c'est des rhums. On vendait déjà des rhums courts, mais en termes de négoce. Les rhums Clément et les rhums Abuelo. À l'abri du château de Virieux et des cèdres centenaires, la famille Bigalet continue à perpétuer le savoir-faire de 4 générations et veille sur les secrets de fabrication. Toute la fabrication est là. Donc en fait, on a la zone. En fait, on fait plus de sirop que de liqueur, mais le liqueur aussi les 3 quarts de la place. Parce qu'en fait, comme il y a des questions de repos, de vieillissement de liqueur, toutes ces cuves, c'est tout plein de liqueur. Donc là, il y a les fameux China là. Si vous avez un gâteau, on a 2 minutes, toujours 2 minutes en avance. Donc ça, le génétique vers le plat. Là, il va faire. Vous pouvez monter dessus, mettre le nez si vous parvenez, c'est bon. Et l'alcool fait son travail, il va extraire la couleur, c'est la chlorophylle qui est dans la tige. Et en fait, alors là j'ai une plante qui n'a pas émergé, qui est sèche. L'essentiel du parfum est dans la fleur. Alors les sirops sont fabriqués dans ces grandes cuves. On a fait beaucoup de sirops, on a des 5 minutes. On n'est pas obligé de faire 5000. En même production, en même fabrication. Là, on fait de la préparation, c'est stocker tout ce qui est en palette à temps, il y a 2 quais de chargement. Donc c'est vrai qu'avec 2 quais de chargement, avec le développement à terme, on sera trop juste. Donc on marque les bouteilles, c'est Bigalet, et puis en dessous il y a un plus long souchon,
de manière qu'il puisse repérer dans les bars si c'est bien lui qui a vendu, si c'est nous qui avons vendu en direct, ou si on est passé par un autre grossiste, etc. Tout ce que vous produisez part automatiquement. Ah ouais, bah autrement, on ne fait pas trop de produits. Non, c'est ça, on en a un produit qui s'en fait. Bah, il ne faut pas se tromper, on sent. Non, pas bien, moi c'est mon activité donc... On va ouvrir un petit site et avoir une